Tu n'es qu'une vieille femme inutile, Odette, et ta maison sent la mort. » Voilà ce qu'elle m'a craché au visage, juste avant de lever la main sur moi, dans ma propre cuisine. Ma belle-fille Juliette pensait qu'elle pouvait entrer chez moi, briser mon fils, piller mes économies et repartir avec ses sacs de luxe, en me laissant anéantie sur le carrelage. Elle pensait que j'étais juste une retraitée inoffensive, qui ne vivait que pour ses rosiers. Mais elle avait oublié un détail crucial. Elle ne savait pas que j'étais une ancienne chef comptable et que dans la vie, comme dans les livres de comptes, tout finit par se payer. Elle ignorait l'existence d'une simple clause cachée dans un dossier poussiéreux vieux de 5 ans. Et quand le notaire maître Laurent a posé ce simple feuillet de papier sur la table en acajou, j'ai vu l'arrogance quitter son visage pour la toute première fois. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous raconte comment le loup est entré dans la bergerie. Tout a commencé un mardi matin sous un soleil pâle de novembre. J'étais dans mon jardin dans la banlieue calme de Lyon, en train de tailler les dernières roses avant l'hiver. Le silence était parfait, juste le bruit de mon sécateur et le chant d'un merle. C'était ma vie depuis la mort de mon mari. Une vie réglée, modeste et paisible. Et puis le bruit d'un moteur a déchiré ce calme. Une grosse berline noire, une voiture de location flambant neuve, s'est garée devant mon portail, en mordant sur l'herbe. J'ai plissé les yeux. La portière s'est ouverte, et j'ai vu descendre mon fils Pierre. Mon cœur a fait un bond, mais il est retombé aussitôt. Pierre, qui avait toujours été un garçon solide aux épaules carrées, semblait avoir rétréci. Il était gris, le visage creusé, les vêtements froissés, comme s'il avait dormi dedans. Il a contourné la voiture pour ouvrir la portière passager, et elle est descendue. Ma belle-fille Juliette. Elle était tout le contraire de lui. Elle portait des lunettes de soleil immenses, qui mangèrent la moitié de son visage, un manteau beige, qui coûtait sans doute plus cher que ma voiture, et à son bras ce fameux sac, un sac immense en cuir grainé dont elle m'avait rebattu les oreilles lors de notre dernière conversation vidéo. Un sac à 15 000 €. Elle rayonnait d'une sorte d'éclat artificiel, mais quelque chose clochait. Le chauffeur de la voiture est sorti l'air agacé et a commencé à sortir des valises du coffre. Ce n'étaient pas des valises de voyage organisées. C'était un chaos. Des sacs en plastique bourrés, à craquer des cartons fermés à la hâte, avec du ruban adhésif marron. J'ai posé mon sécateur et je me suis avancée vers le portail. Pierre a baissé les yeux en me voyant. « Bonjour, maman », murmura-t-il d'une voix éteinte. Il n'a pas eu le temps de m'embrasser. Juliette s'est précipitée vers moi, a fait claquer 2 bises sonores dans le vide près de mes oreilles et a reculé aussitôt comme si elle avait peur de se salir. « Odette, quelle joie de vous voir. Désolée pour l'improvisation, c'est un cauchemar total », s'exclama-t-elle en remettant une mèche de cheveux blonds. Le chauffeur a toussé bruyamment. Il attendait son argent. Juliette a fouillé dans son sac de luxe, a sorti un portefeuille minuscule à soupirer, puis s'est tournée vers Pierre. Pierre a fouillé ses poches vides. « Maman, tu aurais 70 € en liquide ?» demanda-t-il en rougissant de honte. Je n'ai pas eu le temps de passer au distributeur. J'ai senti un froid me parcourir le dos. Une femme avec un sac à 15 000 € au bras et un homme ingénieur en informatique incapable de payer un taxi. J'ai sorti mon porte-monnaie de ma poche de tablier et j'ai payé le chauffeur. Il est parti en laissant les valises en vrac sur le trottoir. Une fois entrée dans le salon, Juliette a gardé ses lunettes de soleil. Elle a inspecté la pièce comme si elle cherchait de la poussière. « Alors voilà », commença-t-elle avec un sourire crispé. « Notre nouvel appartement à Paris, le Penthouse près des Champs-Élysées.
C'est une catastrophe administrative. Les notaires sont des incompétents. On ne peut pas entrer avant 2 semaines. On s'est dit qu'on allait venir se ressourcer ici, chez vous, en attendant. C'est sympa, non? Un peu rustique, mais sympa. Pierre ne disait rien. Il regardait ses chaussures. 2 semaines, répétai-je lentement. Oh, peut-être 3, le temps que la paperasse se règle, ajouta-t-elle en passant son doigt sur le dossier de mon fauteuil. J'ai préparé le déjeuner. Une blanquette de veau à l'ancienne, le plat préféré de Pierre, quand il était petit. Je voulais lui faire plaisir, le remplumer un peu. Quand j'ai posé la cocotte sur la table, Juliette a fait une grimace de dégoût à peine dissimulée. « De la crème et de la farine ?» lança-t-elle en repoussant son assiette. « Odette, je suis une personnalité publique maintenant. Mon image, c'est mon capital. Je ne peux pas avaler autant de glucides. Vous n'auriez pas plutôt du saumon sauvage et des avocats ?»« Non, Juliette, je n'ai pas d'avocat, » répondis-je sèchement, en servant une large louche à mon fils. Pierre a mangé goulûment comme s'il n'avait pas vu un vrai repas depuis des mois. Juliette, elle a pianoté sur son téléphone tout le long du repas, prenant des photos de son verre d'eau, de sa fourchette, mais jamais de nous. Après le café, j'ai proposé d'aider à monter les valises dans la chambre d'amis. « Laissez, je vais le faire », dit Pierre précipitamment. Mais j'avais déjà saisi la poignée d'une vieille valise grise. Elle était lourde. En la soulevant, l'étiquette de voyage a tourné sous mes yeux. C'était une vieille étiquette restée accrochée là. Je l'ai lue discrètement. Ce n'était pas une étiquette d'un vol international ou d'un déménagement de luxe. C'était une étiquette de train régional datée d'il y a 2 jours au départ d'une ville de banlieue parisienne, connue pour ses logements sociaux et ses entrepôts de stockage. Pas du tout le quartier chic dont elle parlait. Pourquoi mentir sur leur provenance ? Pourquoi arriver comme des réfugiés, avec des accessoires de millionnaires ? J'ai monté la valise sans rien dire, le cœur battant. J'ai installé Pierre et Juliette dans la chambre d'amis, celle qui donne sur le jardin. Juliette a immédiatement ouvert la fenêtre en grand. « Ça sent le renfermé ici, c'est terrible », soupira-t-elle. J'ai refermé la porte doucement, les laissant s'installer. Je suis redescendue dans ma cuisine pour faire la vaisselle, mais mes mains tremblaient. Mon instinct de comptable se réveillait. Les chiffres ne collaient pas. L'attitude ne collait pas. La nuit est tombée vite. Vers 11 heures, alors que la maison semblait endormie, je suis descendue boire un verre d'eau. La lumière du salon était éteinte, mais j'ai vu une lueur dans le jardin à travers la porte-fenêtre. Une silhouette marchait nerveusement près de mes rosiers. C'était Juliette. Elle avait son téléphone collé à l'oreille. Je me suis approchée de la vitre sans faire de bruit, mes chaussons de laine étouffant mes pas. La fenêtre était entr'ouverte. Sa voix me parvenait non plus avec ce ton hautain et traînant qu'elle utilisait avec moi, mais avec une urgence terrifiante. « Je t'ai dit d'attendre », siffla-t-elle dans la nuit. « Il ne sait rien. Si tu m'appelles encore sur ce numéro, je te jure que je bloque tout. Laisse-moi 1 semaine pour trouver l'argent. Juste 1 semaine. » Elle s'est tue, écoutant la réponse de son interlocuteur. Puis elle a frappé du pied contre le sol, écrasant une de mes pensées sauvages. « Je m'en fiche !» cria-t-elle presque avant de baisser la voix brusquement. « Je vais trouver une solution. La vieille a de la ressource. Arrête de me menacer. » Elle a raccroché brutalement. Je me suis figée dans l'ombre des rideaux, mon verre d'eau serré contre ma poitrine. La vieille, la ressource. Elle parlait de moi. J'ai compris à cet instant précis que mon fils et cette femme n'étaient pas venus pour des vacances. Ils étaient venus pour une chasse, et j'étais la proie. Le lendemain matin, ma maison ne m'appartenait plus. Je me suis levée tôt comme d'habitude, mais en arrivant dans le salon, j'ai cru m'être trompée d'adresse. Mes fauteuils en velours, ceux que mon mari Henri aimait tant, étaient
poussé contre les murs. La table basse en chêne massif avait disparu sous un amoncellement de produits de beauté, de boîtes vides et de câbles électriques. Au centre de la pièce trônait un grand anneau lumineux sur un trépied braqué vers le canapé, où Juliette, vêtue d'un peignoir en soie rose, parlait fort à son téléphone. « Oui, mes chéris, c'est une retraite spirituelle. Je suis dans un écologe secret, en Provence, c'est tellement authentique !» s'exclamait-elle en faisant des gestes gracieux. Je suis restée figée sur le seuil. Elle mentait à des milliers d'inconnus en direct de mon salon. Mais ce qui m'a glacé le sang, ce n'était pas le mensonge. C'était ce que j'ai vu dépasser de la poubelle près de la porte. Le cadre en argent avec la photo de mon mariage. Elle l'avait jeté. Pas déplacé, jeté. Comme un déchet qui gâchait son décor. J'ai marché vers la poubelle, j'ai sorti le cadre, j'ai épousseté le marc de café qui souillait la vitre et je l'ai reposé sur la cheminée. Juliette a coupé sa vidéo et s'est tournée vers moi le visage fermé. « Odette, s'il vous plaît, je suis en plein travail. Le décor doit être épuré. Ce cadre fait vieux. Ça casse mon esthétique. » « C'est ma maison, Juliette. » ai-je répondu calmement, mais ma voix tremblait un peu. « Et c'est mon mari. » Elle a levé les yeux au ciel en soufflant comme si elle avait affaire à une enfant capricieuse. « Je travaille, Odette. Je gère une entreprise qui pèse des millions. J'ai besoin de concentration, pas de sentimentalisme. D'ailleurs, puisque vous êtes debout, vous pourriez nous faire des œufs pochés, Pierre à faim. Et moi, je suis en hypoglycémie avec tout ce stress. » Elle me commandait. Pas une demande, un ordre. J'ai regardé Pierre assis dans un coin recroquevillé, sur une chaise de cuisine. Il n'a rien dit. Il a juste détourné le regard. J'ai préparé les œufs, les mains serrées, sur le manche de la casserole, ravalant ma fierté pour ne pas faire d'esclandre devant mon fils. Il avait l'air si fragile. Plus tard dans la matinée, alors qu'ils étaient occupés à créer du contenu, comme elle disait, j'ai pris le blouson de Pierre qui traînait sur la rampe d'escalier pour le laver. Il sentait le tabac froid, alors que mon fils n'avait jamais fumé. En vérifiant les poches, mes doigts ont rencontré un petit papier chiffonné. Je l'ai déplié. Ce n'était pas un ticket de caisse de supermarché. C'était un récépissé du Crédit municipal Le Mont-de-Piété, daté d'il y a 1 semaine. Dépôt montre Omega Vintage or jaune, prêt accordé 800 €. Mon cœur s'est arrêté. C'était la montre que nous avions offerte à Pierre pour ses 25 ans. Son bien le plus précieux. Il l'avait mise au clou pour 800 €. Pour un homme qui vivait soi-disant dans le luxe, c'était une somme dérisoire, une somme de survie. J'ai remis le papier dans ma poche, une boule dans la gorge. Ils n'avaient au plus rien. Ils étaient aux abois. Le soir même, l'atmosphère est devenue irrespirable. Nous étions à table devant un dîner silencieux. Juliette a posé sa fourchette avec un bruit sec. Pierre et moi avons discuté. Commença-t-elle d'un ton faussement mielleux. Cette chambre d'amis, ça ne va pas du tout. Le matelas est mou et surtout la lumière est catastrophique pour mes vidéos du matin. J'ai besoin de la lumière du sud. Elle a marqué une pause fixant mon assiette. La chambre principale, la vôtre, Odette, elle est parfaite. Et puis elle est trop grande pour une personne seule, non. On a pensé que vous seriez beaucoup mieux installée dans la pièce du bas. La pièce du bas. Le débarras aménagé au sous-sol avec sa petite fenêtre soupirail qui donne sur les graviers. Elle voulait me chasser de ma propre chambre, celle où j'avais dormi 40 ans avec Henri, pour m'envoyer à la cave. « C'est une plaisanterie !» ai-je demandé en posant ma serviette. « Pas du tout !» intervint Juliette, la voix durcie. « C'est de la logique. Je rapporte l'argent ici. J'ai besoin d'outils de travail. Et les personnes âgées ont besoin de calme, le sous-sol est très silencieux. »
On va descendre vos affaires demain. » »« Non, » dis-je. Le mot a claqué comme un coup de fouet. C'est ma chambre, je ne descendrai pas. Juliette s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Son masque de politesse a volé en éclats. Son visage est devenu rouge laid de colère. Elle s'est tournée vers Pierre qui restait muet, les yeux rivés sur la nappe. « Tu vois » hurla-t-elle. « Tu vois comme elle est égoïste. Je me tue à la tâche pour nous sortir de là pour notre avenir, et elle refuse le moindre petit sacrifice. » Elle s'est penchée vers moi, les mains appuyées sur la table. Son visage à quelques centimètres du mien. Je sentais son parfum lourd et entêtant. « Écoutez-moi bien, Odette. Si demain soir cette chambre n'est pas libre, on part. On s'en va. Mais Pierre vient avec moi. Et je vous jure sur la tête de mon futur enfant que si on franchit cette porte, vous ne reverrez plus jamais votre fils. Plus jamais. Il ne répondra plus à vos appels. Il ne viendra plus à Noël, vous mourrez toute seule dans cette grande maison vide. » J'ai regardé mon fils. J'attendais qu'il se lève, qu'il dise « Ça suffit », qu'il défende sa mère. Pierre a relevé la tête, les yeux brillants de larmes retenues. Il a ouvert la bouche à regarder Juliette, puis à regarder le sol. Et il n'a rien dit. Il a courbé l'échine. Le silence dans la cuisine était assourdissant. Elle avait gagné cette manche. Mon fils était son otage. Le lendemain matin, j'ai capitulé. Du moins, c'est ce que je leur ai fait croire. J'ai descendu mes vêtements, mes livres et ma trousse de toilette dans la petite pièce du sous-sol près de la chaudière. L'air y était humide et la seule vue donnait sur les pneus de leur voiture de location garée dans l'allée. En me voyant passer avec mes cartons, Juliette a eu un petit sourire satisfait, buvant son café dans ma tasse en porcelaine préférée. « C'est mieux pour tout le monde, Odette, » lança-t-elle sans se lever. « Vous serez plus tranquille en bas. » Pierre lui a détourné la tête pour ne pas croiser mon regard. Je n'ai rien répondu. J'ai fermé la porte du sous-sol, je me suis assise sur le petit lit d'appoint et j'ai sorti mon vieux carnet d'adresses. Il pensait m'avoir mise au placard, mais il m'avait surtout donné l'intimité dont j'avais besoin pour passer un coup de fil crucial. J'ai composé le numéro de la ligne directe du service des prêts immobiliers de ma banque, là où j'avais travaillé 30 ans. Martine, mon ancienne adjointe, a décroché après 2 sonneries. « Odette, quelle surprise !» s'écria-t-elle. Après quelques banalités sur ma retraite et ses petits-enfants, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres, en prétextant une simple vérification administrative pour aider mon fils. Martine a hésité, le secret bancaire est sacré, mais l'amitié aussi. Juste la date, Martine. Je ne veux pas les montants. Juste la date de la vente de leur appartement. Ils me disent que c'est en cours, mais je m'inquiète. J'ai entendu le cliquetis de son clavier, puis un silence lourd. Odette, le dossier est clos. La vente a été signée et l'argent versé il y a 6 mois. Le 14 mai exactement. J'ai raccroché doucement. 6 mois. Ils avaient vendu leur appartement il y a 6 mois. Ils avaient touché l'argent. Et aujourd'hui, ils n'avaient même pas de quoi payer un taxi. Où était passée cette fortune? J'ai senti une colère froide monter en moi, chassant la tristesse. Je suis remontée à l'étage pour faire le ménage comme la bonne qu'il voulait que je sois. En passant près de la salle de bain du rez-de-chaussée, j'ai entendu la voix de Juliette. La porte était entr'ouverte et elle avait mis son téléphone sur haut-parleur pendant qu'elle se maquillait. Je me suis figé mon chiffon à poussière à la main. Ce n'était pas la voix mielleuse qu'elle prenait pour ses vidéos. C'était une voix d'homme rauque et menaçante qui sortait de l'appareil. « Je me fous de tes histoires, Juliette. Tu as jusqu'à vendredi. 50 000 €. Sinon, on vient et on ne discutera pas. On s'occupera du mari. »
Juliette a répondu, la voix tremblante mais agressive. « Tu auras ton argent, lâche-moi. J'ai juste besoin de quelques jours pour débloquer les fonds. » Elle a coupé la communication. J'ai reculé sur la pointe des pieds, le cœur battant à tout rompre. 50 000 €! Ce n'étaient pas des dettes de consommation ordinaires, c'étaient des usuriers. Quelques minutes plus tard, je l'ai vue attraper Pierre par le bras dans le couloir. Elle avait retrouvé son masque de victime et pleurait. « Chérie, c'est le notaire !» Geignit-elle faussement. « Il dit qu'il faut payer des droits d'enregistrement urgents pour débloquer la vente de Paris. C'est un scandale, mais si on ne paye pas 50 000 € cette semaine, on perd tout. L'acheteur peut se rétracter. » Pierre est devenu blanc comme un linge. 50 000! Mais je n'ai plus rien, Juliette. Tu sais bien que le compte joint est vide. Elle lui a caressé la joue, un geste qui ressemblait plus à une morsure de serpent qu'à une caresse. Ta mère, Pierre, elle a de l'épargne. C'est juste une avance. Dès que la vente est débloquée, on la rembourse au centuple. Fais-le pour nous, pour notre bébé à venir. Elle n'était pas enceinte. J'en étais sûre. Mais elle savait sur quel bouton appuyer. 10 minutes plus tard, on a frappé à la porte de ma cave. Pierre est entré. Il avait l'air d'un enfant pris en faute. Il s'est assis sur le bord du lit, se tordant les mains. « Maman !» commença-t-il, la voix étranglée. « On a un souci de trésorerie passager. Juste un blocage administratif. Est-ce que tu pourrais nous prêter 50 000 €? Je te signerai une reconnaissance de dette, bien sûr. » Le voir mentir pour elle, le voir s'humilier ainsi m'a brisé le cœur. Il répétait les mensonges qu'elle lui avait dictés. Je les regardais droit dans les yeux. « C'est une grosse somme, Pierre. C'est toute l'assurance vie de ton père. »« Je sais, maman. Je te le jure, c'est juste pour quelques jours. » J'ai menti à mon tour. Laisse-moi vérifier mes comptes, mon fils. Je te dirai ça demain. Il est reparti soulagé, pensant m'avoir convaincu. Je suis remontée au salon 1 heure plus tard. La maison était vide. Ils étaient sortis fumer dans le jardin. Sur le canapé, au milieu des coussins qu'elle avait déplacés, traînait sa tablette numérique. L'écran s'est allumé soudainement avec un petit carillon. Une notification. Je ne devais pas regarder. C'était privé. Mais après ce que j'avais entendu, la politesse n'était plus de mise. Je me suis penchée. Le message s'affichait en clair sur l'écran verrouillé. L'expéditeur n'était pas un notaire, ni un banquier. C'était un certain Marc Jimpro. Le message disait « Alors ma belle, t'as trouvé le cash, je viens de voir les promos pour les Maldives. Si on réserve ce soir, on part en première. Je t'attends. » Le monde a vacillé autour de moi. Ce n'était pas seulement une escroquerie financière. Elle trompait mon fils. Elle voulait me voler l'argent de mon mari pour partir au soleil avec son amant, pendant que Pierre se ferait briser les jambes par des usuriers. J'ai senti une présence derrière moi. J'ai relevé la tête. Juliette était là dans l'encadrement de la porte-fenêtre. Elle a vu que je tenais la tablette. Elle a vu que j'avais lu. Son visage s'est décomposé puis s'est durci en un masque de haine pure. Elle a jeté sa cigarette sur mon parquet ciré et s'est précipitée vers moi comme une furie. Elle m'a arraché la tablette des mains avec une telle brutalité que mes ongles ont crissé sur l'écran. Juliette recula de 2 pas, serrant l'appareil contre sa poitrine, comme un bouclier, les yeux exorbités par la rage. « Vous espionnez mes messages privés !» hurla-t-elle, sa voix montant dans les aigus, faisant vibrer les vitres du salon. « C'est illégal. C'est une violation de domicile, vous n'êtes qu'une vieille voyeuse malsaine. » Je n'ai pas reculé. Je restais là droite encore sous le choc de ce que j'avais lu. « Qui est Marc Juliette ?» demandai-je calmement.
Cette simple question a agi comme de l'huile sur le feu. Elle ne cherchait plus à se justifier, elle cherchait à détruire pour mieux cacher sa faute. Elle s'est tournée vers l'escalier. « C'en est trop, je ne peux pas vivre avec une femme qui fouille dans ma vie. Je vais nettoyer cette maison de votre présence toxique une bonne fois pour toutes. » Elle a monté les marches 4 à 4. J'ai entendu le bruit de ses talons claquer sur le parquet de l'étage, direction la chambre principale, ma chambre. J'ai couru derrière elle, mon cœur cognant dans ma poitrine, craignant pour les seules choses qui avaient encore de la valeur à mes yeux. Quand je suis arrivée dans la chambre, le spectacle était effrayant. Juliette avait ouvert la grande armoire en chêne. Elle prenait des poignées entières de vêtements sur leur cintre et les jetait dans le couloir. Mes chemisiers en soie, mes jupes, et pire encore les quelques vestes d'Henri que j'avais gardées pour sentir son odeur. « Arrêtez ça tout de suite !» criai-je en me précipitant vers elle. Elle ne m'écoutait pas. Elle grognait d'effort, balançant une pile de pulls en cachemire par terre. « Tout ça, ça dégage !» éructa-t-elle. « Ça pue la naphtaline et la mort. Je veux de la place pour mes affaires. » Je me suis mise en travers de son chemin, écartant les bras pour protéger le côté de l'armoire, où pendaient les costumes de mon mari. « Vous ne toucherez pas à ça, Juliette, pas les affaires d'Henri. » Elle s'est arrêtée net. Elle respirait fort, les cheveux en désordre, le visage déformé par une haine pure. Elle m'a regardée de haut en bas, avec un mépris absolu. « Henri est mort, Odette. Et vous aussi, vous êtes déjà morte. Vous avez juste oublié de vous coucher. Dégagez du chemin de l'avenir de votre fils. » J'ai tenu bon. Je n'ai pas bougé d'un millimètre. Alors elle a levé la main. Je n'ai pas eu le temps de parer le coup. Sa peau m'a claqué contre ma joue avec un bruit sec, violent, humiliant. La force du choc m'a fait vaciller. J'ai trébuché sur un tas de vêtements au sol et je suis tombée lourdement sur le tapis, la hanche douloureuse, la joue en feu. Le silence qui a suivi était total. Même les oiseaux dehors semblaient s'être tus. J'étais au sol chez moi, frappée par l'étrangère que j'avais accueillie. C'est à ce moment-là que Pierre est apparu dans l'encadrement de la porte. Il était essoufflé, il avait dû entendre les cris. Il a vu le désordre. Il a vu sa femme, la main encore levée, tremblante de rage. Et il m'a vu, moi, sa mère, étalée par terre, une main posée sur ma joue rouge. « Maman !» souffla-t-il la voix blanche. Il a fait un pas vers moi, mais Juliette s'est interposée immédiatement, changeant de visage en une fraction de seconde. Elle a commencé à pleurer des larmes de crocodile instantanées. « Pierre ! Oh mon Dieu, Pierre ! Elle m'a attaquée. J'ai voulu prendre un pull et elle m'a sauté dessus. J'ai eu si peur pour le bébé. Je l'ai repoussé par réflexe. » Pierre s'est figé. Il a regardé Juliette puis moi. J'attendais qu'il crie, qu'il la mette dehors, qu'il vienne me relever. Mais il est resté planté, la lâche, paralysé par l'emprise toxique de cette femme. Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Il choisissait le silence. Il choisissait son bourreau. Je n'ai pas pleuré. Pas une seule larme. Quelque chose s'est brisé en moi à cet instant, mais ce n'était pas ma volonté. C'était mon indulgence. La mère aimante et aveugle venait de disparaître. L'ancienne comptable, celle qui ne laissait passer aucune erreur de calcul, venait de prendre les commandes. Je me suis relevée lentement en m'aidant du bord du lit. J'ai lissé ma jupe. J'ai relevé le menton. La douleur sur ma joue était vive, mais elle me servait de carburant. J'ai regardé vers la bibliothèque, tout en haut, entre deux encyclopédies. Une petite lumière rouge clignotait faiblement. C'était la caméra de surveillance que j'avais installée il y a 2 mois pour surveiller mon chat Mistigris, qui était malade quand je sortais faire mes courses. Elle avait un angle parfait sur l'armoire et le lit. Elle avait tout vu.
Le son, l'image, la gifle, le mensonge. Juliette continuait de geindre contre l'épaule de Pierre, mais je l'ai interrompue d'une voix que je ne me connaissais plus, une voix de glace tranchante comme une guillotine. « Ça suffit !» Ils se sont tus tous les deux, surpris par le ton. « Vous avez 10 minutes, dis-je calmement. Prenez vos affaires, toutes vos affaires, et sortez de ma maison. »« Quoi ?» glapit Juliette se détachant de Pierre. « Mais vous délirez. On ne partira pas, Pierre. Dis quelque chose à ta mère. » Pierre a ouvert la bouche, mais je l'ai foudroyé du regard. « Si vous n'êtes pas sorti dans 10 minutes, j'appelle la gendarmerie pour violence volontaire sur personne vulnérable. Et croyez-moi, Juliette, avec la marque que j'ai sur le visage, vous finirez en garde à vue avant ce soir. » Juliette a blêmi. Elle a senti que je ne bluffais pas. Elle a attrapé son sac à main de luxe. « Allez, viens, Pierre. On se tire de ce trou à rats. Elle finira seule et misérable. » Elle est sortie en trombe. Pierre est resté un instant me regardant, avec une tristesse infinie comme s'il voulait s'excuser, mais il n'a pas eu le courage. Il a suivi sa femme. J'ai entendu la porte d'entrée claquer, puis le moteur de la voiture démarrer, en rugissant. Je suis restée debout au milieu de ma chambre dévastée. J'étais seule. Ma joue me brûlait, mais pour la première fois depuis leur arrivée, je respirais, et je savais exactement ce qu'il me restait à faire. La guerre était déclarée. Pendant que je soignais ma joue avec une poche de glace assise seule dans ma cuisine silencieuse, mon fils et sa femme découvraient leur nouvelle réalité. Ils n'étaient pas partis pour le Ritz. J'ai su plus tard qu'ils avaient échoué dans un de ces motels bon marché de la zone industrielle, coincés entre un garage de camions et une bretelle d'autoroute. Juliette avait passé la nuit à hurler accusant Pierre d'être un mari incapable, un mou, qui laissait sa mère insulter sa femme. Pierre lui avait dormi sur la moquette tachée, recroquevillée sans doute, en repensant à l'image de sa mère à terre. Mais les remords ne paient pas les factures, et la compassion ne suffit pas à réparer ce qui a été brisé. Le lendemain matin, à 9 heures précises, je poussais la lourde porte en chêne du cabinet de Maître Laurent. C'était un vieil ami de mon mari, un homme de loi à l'ancienne, le genre d'avocat qui porte encore des costumes 3 pièces et qui sent le tabac à pipe et la cire d'abeille. Quand je suis entrée dans son bureau, il s'est levé pour m'accueillir, un sourire chaleureux aux lèvres. Mais son visage s'est figé quand il a vu ma pommette violacée, mal camouflée par un peu de fond de teint. « Bon sang, Odette !» souffla-t-il en contournant son bureau massif. « Qui vous a fait ça ?» Je me suis assise dignement, posant mon sac à main sur mes genoux. C'est une longue histoire, Laurent. Mais je suis ici pour qu'on écrive la fin ensemble. J'ai posé sur son bureau la clé USB contenant la vidéo de l'agression. C'est pour le pénal, dis-je calmement. Coups et blessures volontaires sur ascendant. Je veux porter plainte. Laurent a pris la clé, le visage grave. Il a hoché la tête. On va s'en occuper, Odette. Personne ne touche à une dame de votre âge. Mais connaissant la situation financière de Pierre, que vous m'avez décrite au téléphone, une plainte ne vous rendra pas votre argent. Je sais, répondis-je. C'est pour ça qu'il faut sortir l'autre dossier. Celui de l'achat de leur appartement il y a 5 ans. Laurent a eu un petit sourire en coin, ce sourire de vieux renard, qui connaît tous les pièges de la forêt. Il s'est tourné vers son armoire d'archives, a fait glisser son doigt sur les tranches des dossiers et en a sorti une chemise cartonnée bleue, un peu poussiéreuse. Il l'a ouverte devant moi. À l'intérieur, l'acte de vente de l'appartement parisien de Pierre et Juliette. Vous aviez eu une intuition formidable ce jour-là, Odette, murmura-t-il en tournant les pages.
Votre mari voulait leur faire un chèque en blanc, un cadeau de mariage. Mais vous, l'ancienne comptable, vous aviez insisté pour une sécurité. » Il a posé son index sur un paragraphe dense, vers la fin du document. Article 14b. Prêt familial, sous conditions résolutoires. Il a relevé les yeux vers moi, ses lunettes, glissant sur son nez. Pour mémoire, la somme de 150 000 € versée par les parents n'est pas un don, mais un prêt sans intérêt. Ce prêt est automatiquement transformé en don si, et seulement si l'emprunteur conserve le bien immobilier pendant une durée minimale de 10 ans. Il a marqué une pause théâtrale. En cas de vente du bien avant ce délai de 10 ans, la totalité du prêt devient immédiatement exigible assortie des intérêts légaux rétroactifs depuis le premier jour. J'ai regardé le papier. Je me souvenais de la colère de Juliette ce jour-là chez le notaire à Paris. Elle avait signé en ricanant, disant que de toute façon, ils garderaient cet appartement toute leur vie pour élever leurs enfants. Ils l'avaient vendu au bout de 5 ans. Ils ont vendu il y a 6 mois, dis-je froidement. Ils ont violé la clause. Ils me doivent 150 000 €, immédiatement. Plus les intérêts, ajouta Laurent en sortant sa calculatrice. Ça va faire mal, Odette. Très mal. Mais s'ils ont déjà flambé l'argent de la vente, comment va-t-on les recouvrer? C'est là que Laurent a montré pourquoi il était le meilleur. Il a ouvert un tiroir et en a sorti une chemise beige plus fine. J'ai pris les devants après votre appel d'hier. J'ai contacté un détective privé spécialisé dans le recouvrement financier. On ne peut pas saisir ce qui n'existe plus, alors il a cherché où était passé l'argent de la vente. Il m'a tendu une feuille imprimée. C'était un relevé de compte bancaire, mais pas au nom de Juliette ni de Pierre. Le compte est au nom de Monique Vasseur, expliqua-t-il. La mère de Juliette, demandai-je surprise. Exactement. Juliette a viré 200 000 € sur le compte de sa propre mère, le jour de la vente pour le cacher du fisc et des créanciers éventuels. C'est de l'organisation frauduleuse, d'insolvabilité. L'argent est là, Odette. Il dort sur un livret d'épargne en attendant qu'elle aille le chercher pour ses vacances aux Maldives. J'ai senti une vague de soulagement suivie immédiatement par une vague de dégoût. Elle avait tout prévu. Elle avait volé mon fils menti à tout le monde et caché le butin chez sa mère. « Qu'est-ce qu'on fait, Laurent ?» demandai-je. L'avocat a refermé le dossier avec un bruit sec qui a résonné comme un coup de feu. « On tire. On gèle tout. Je lance une procédure de saisie conservatoire immédiate sur le compte de la mère et on assigne Pierre et Juliette en remboursement du prêt familial. Et on ajoute la plainte pour violence. C'est un massacre judiciaire, Odette. Vous êtes sûre de vouloir faire ça à votre fils. » J'ai pensé à Pierre recroquevillé sur sa chaise me regardant me faire frapper sans bouger le petit doigt. J'ai pensé à la montre de son père, au mont-de-piété. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un sauvetage. Il fallait détruire sa vie actuelle pour qu'il puisse en reconstruire une vraie. « Allez-y, » dis-je fermement. « Ne leur laissez rien. » Le lendemain matin, à l'heure où les honnêtes gens boivent leur café, la réalité a frappé à la porte de la chambre numéro 12 du motel. Il était 6 heures du matin. Le ciel était gris. Un huissier de justice accompagné de 2 policiers a frappé lourdement contre le panneau de bois. À l'intérieur, Juliette a dû croire que c'était le service de chambre, ou peut-être ses usuriers. Elle a ouvert la porte en nuisette, les yeux bouffis de sommeil. L'huissier lui a tendu une liasse de papier bleu. « Madame Juliette, Monsieur Pierre, assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. Et ordonnance de saisie conservatoire sur vos comptes et biens personnels. » Juliette a attrapé le papier tremblante. Elle a lu les premières lignes. Elle a vu le montant réclamé. 165 000 €.
Elle a poussé un cri strident, un cri de bête piégée qui a réveillé tout l'étage. La fête était finie. La panique est une chose curieuse. Chez certaines personnes, elle déclenche l'action, chez d'autres la paralysie. Chez ma belle-fille Juliette, la panique déclenchait la méchanceté pure. Dès que l'huissier a tourné les talons ce matin-là, elle a compris que le sol se dérobait sous ses pieds. Son compte en banque secret était gelé, sa réputation était menacée. Et soudain, Pierre n'était plus un mari inutile, il redevenait son unique planche de salut. Elle l'a poussé hors de la chambre du motel en hurlant, lui ordonnant de venir ramper devant ma porte. « Va la voir !» lui avait-elle crié si fort que les femmes de ménage s'étaient arrêtées dans le couloir. « Pleure, supplie, fais ce que tu veux, mais fais-lui retirer cette plainte. Dis-lui que je suis enceinte. Dis-lui que je suis malade, n'importe quoi. » Pierre est venu. Il a sonné à mon portail vers 10 heures. Je l'ai vu sur l'écran de l'interphone. Il avait l'air d'un spectre, les yeux cernés de noir tremblant dans le froid matinal. Mon instinct de mère hurlait d'ouvrir, de le prendre dans mes bras, de lui faire un chocolat chaud. Mais mon instinct de survie, celui qui devait nous sauver tous les deux, m'a ordonné de ne pas bouger. Je n'ai pas ouvert. J'ai laissé mon fils seul devant le portail clos de son enfance. Il fallait qu'il comprenne qu'il ne pouvait plus être le messager des mensonges de sa femme. Il est resté 10 minutes la tête contre les barreaux froids, puis il est reparti les épaules voûtées. Ce n'est pas moi qui lui ai parlé ce jour-là, c'est Maître Laurent. L'avocat l'avait appelé sur son portable quelques minutes après son départ de chez moi. « Pierre, mon garçon !» avait-il dit de sa voix grave et rassurante. « Il faut qu'on parle d'homme à homme. Retrouve-moi au Café des Arts, près du palais de justice. Viens seul. » Laurent m'a raconté la scène plus tard dans les moindres détails. Pierre est arrivé au café traînant les pieds. Il s'est assis en face de Laurent, refusant de commander quoi que ce soit. « Je ne peux pas rester, Laurent. » marmonna-t-il en regardant autour de lui avec anxiété. « Juliette m'attend. Elle est dans un état pas possible. Maman doit arrêter cette folie judiciaire. » Laurent a soupiré. Il a posé ses lunettes sur la table en zinc, a pris une gorgée de son café noir et a posé une épaisse pochette cartonnée devant Pierre. Le « dossier noir », comme nous l'avions appelé. « Ta mère n'arrêtera rien, Pierre, parce que ta mère essaie de te sauver la vie. Tu crois que tu as des problèmes d'argent à cause de la bureaucratie. Ouvre ce dossier. » Pierre a hésité. Il avait peur de ce qu'il allait trouver. Il a ouvert la chemise lentement. La première page était un relevé bancaire, détaillé, celui que le détective avait reconstitué. « Regarde les lignes surlignées en jaune », indiqua Laurent doucement. Pierre a lu. Ses yeux s'écarquillaient à mesure qu'il descendait la liste. Ce n'était pas des frais de notaire, ce n'était pas des taxes. 24 mars, boutique Chanel, 3 500 €. 2 avril, Louis Vuitton, Champs-Élysées, 4 200 €. 15 avril, virement instantané à Marc Jim Pro, 2 000 €. « C'est quoi ça ?» demanda Pierre, la voix brisée. Elle m'a dit que l'argent partait dans des placements crypto pour notre avenir. « Continue !» ordonna Laurent, impitoyable mais nécessaire. « Regarde la dernière page. » Pierre a tourné les feuillets. Il est tombé sur des photos. Des photos imprimées en haute résolution tirées des réseaux sociaux privés de ce fameux Marc, un coach sportif aux muscles saillants et au sourire carnassier. Sur la photo datée d'il y a 3 semaines, on voyait Juliette. Elle était en bikini, un cocktail à la main, riant aux éclats, sur un transat au bord d'une piscine turquoise. Le bras de Marc était posé possessivement sur ses épaules. La légende de la photo disait « Weekend business avec ma cliente préférée. La vie est belle. » Pierre a lâché la photo comme si elle l'avait brûlée. Mais
bégaya-t-il, les larmes montant aux yeux. Il y a 3 semaines, elle m'a dit qu'elle partait à un séminaire d'influenceurs à Bordeaux. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de réseau pour m'appeler. J'étais tout seul à l'appartement à manger des pâtes, en me demandant comment payer l'électricité. Laurent a posé sa main sur l'avant-bras de mon fils. « Elle ne t'aime pas, Pierre. Elle te plume. Elle a vidé vos comptes pour entretenir ce garçon et s'acheter une vie de starlette pendant que toi, tu mettais la montre de ton père au clou. Ce sac Hermès qu'elle ne quitte jamais. Il vaut plus cher que ta dignité à ses yeux. » Pierre est resté silencieux un long moment. Le bruit des tasses et des conversations du café semblait s'être éloigné. Il regardait la photo. Il regardait le visage radieux de sa femme, un visage qu'il ne voyait plus depuis des années. Il a réalisé qu'il n'était pas un mari, mais un sponsor. Un sponsor ruiné et méprisé. Il s'est levé lentement. Il n'a pas crié. Il n'a pas renversé la table. Il était juste vide. « Je peux garder ça ?» demanda-t-il en montrant le dossier. « C'est à toi », répondit Laurent. Pierre a pris le dossier sous son bras, a serré la main de l'avocat et est sorti dans la rue grise. Il est retourné au motel en début d'après-midi. En approchant de la porte de la chambre numéro 12, il a entendu la voix de Juliette. Elle parlait fort avec cette intonation théâtrale qu'elle prenait pour son public. Pierre a entrouvert la porte doucement. Juliette était assise sur le lit, défait son téléphone monté sur son trépied lumineux. Elle pleurait, mais c'étaient des larmes mises en scène parfaitement éclairées. « Ouais, mes amours, c'est horrible !» sanglotait-elle face à la caméra. « Ma belle-mère est une manipulatrice perverse. Elle nous a mis à la rue. Elle est jalouse de ma jeunesse, de mon succès. Elle essaie de détruire mon couple parce qu'elle est seule et aigrie. J'ai peur d'elle, vous savez. » Pierre est resté sur le seuil, le dossier noir serré contre son flanc. Il la regardait mentir, avec une aisance terrifiante. Elle détruisait l'image de sa mère pour gagner des cœurs virtuels, sans aucune hésitation. Sur la table de nuit à côté d'elle trônait le fameux sac en cuir grainé, posé sur une serviette propre, pour ne pas toucher le bois douteux du motel. Elle le caressait distraitement de la main gauche, tout en insultant ma mémoire. Pierre a compris. Il a compris que s'il restait 1 minute de plus, il mourrait étouffé par ce mensonge. Il n'a rien dit. Il n'a pas interrompu le direct. Il est entré dans le champ de la caméra, à l'arrière-plan. Juliette ne l'a pas vu tout de suite. Il a ouvert le petit placard, a pris son sac de sport, y a jeté ses 2 chemises, son pantalon de rechange et sa brosse à dents. C'est le bruit de la fermeture éclair qui a alerté Juliette. Elle s'est retournée furieuse d'être interrompue. « Pierre, tu fais quoi? Je suis en direct. Viens dire bonjour. Viens dire à tout le monde que ta mère est folle. » Pierre a mis son sac sur l'épaule. Il a regardé l'objectif du téléphone, puis il a regardé Juliette droit dans les yeux. « Non, » dit-il simplement. Il a posé la clé de la chambre sur la commode. « C'est fini, Juliette. Je sais pour Marc. Je sais pour l'argent. Je sais tout. » Le visage de Juliette s'est décomposé en direct devant 3000 personnes. Elle a essayé de se lever, de couper la vidéo, de crier, mais c'était trop tard. Pierre avait déjà ouvert la porte. Il est sorti dans le couloir sans se retourner, laissant derrière lui les cris hystériques de la femme qui l'avait ruiné. Il marchait seul, sans argent, sans maison. Mais pour la première fois depuis 5 ans, il marchait la tête haute. 3 jours plus tard, nous étions assis dans le bureau glacé d'un médiateur judiciaire, une étape obligatoire avant le grand tribunal. L'atmosphère était lourde, chargée d'électricité statique et de haine recuite. D'un côté de la table ovale, il y avait moi droite dans mon tailleur gris, les mains posées à plat sur le bois verni.
Et à ma droite, mon avocat, maître Laurent, imperturbable, comme un vieux rocher. De l'autre côté, Juliette trônait. Elle avait soigné sa mise en scène, pas de maquillage, des vêtements sombres, l'air d'une martyre. À ses côtés, son avocat, un jeune homme aux dents longues et au costume trop brillant, tapotait nerveusement sur sa chemise cartonnée. Pierre n'était pas assis avec elle. Il était entré séparément et s'était assis sur une chaise en retrait, près de la fenêtre, le visage fermé, ne regardant personne. La séance a commencé par une tirade de Juliette. Avant même que le médiateur M. Vallet n'ait pu ouvrir la bouche, elle a pris la parole avec cette arrogance qui masque mal la peur. « C'est une perte de temps », lança-t-elle en me pointant du doigt. « Cette femme est une manipulatrice. Elle veut m'extorquer de l'argent par jalousie. Mais je vous préviens, j'ai une communauté de 200 000 personnes. Si vous ne retirez pas votre plainte ridicule, je lance une campagne de boycott contre vous. Je vais ruiner votre réputation dans tout le département. » Le médiateur a froncé les sourcils, mais maître Laurent a levé une main apaisante. « Gardez vos menaces pour vos abonnés, madame, » dit-il d'une voix douce presque paternelle. « Nous sommes ici pour parler de faits, et les faits sont têtus. » Il a sorti une tablette de sa sacoche, l'a posée au centre de la table et a appuyé sur lecture. La vidéo de la chambre à coucher s'est lancée. Le son était cristallin. On a entendu les insultes de Juliette, le bruit des vêtements jetés, et puis le claquement sec de la gifle. On a vu ma chute. On a vu son indifférence. Le jeune avocat de Juliette a blêmi. Il a desserré sa cravate. Il ne savait pas qu'il y avait une vidéo. Il s'est tourné vers sa cliente avec un regard noir. Juliette, elle a fixé l'écran, la mâchoire serrée, sans baisser les yeux. « C'est truqué !» siffla-t-elle. « C'est un montage !» Laurent n'a même pas relevé. Il a rangé la tablette et a sorti le document suivant. L'acte de vente avec la fameuse clause 14B. Vous avez vendu l'appartement financé par Madame Odette au bout de 5 ans. Expliqua-t-il calmement. La clause est claire. Le prêt familial devient exigible. Vous devez 150 000 € plus les intérêts. C'est mathématique. Juliette a bondi de sa chaise. « C'est faux !» hurla-t-elle faisant sursauter le médiateur. C'était un cadeau. La vieille nous l'a donné. Elle ne peut pas reprendre un cadeau, c'est illégal. Cette clause est abusive. Je ne l'ai jamais lue. Vous l'avez paraphée ici et signée là, répondit Laurent en pointant les signatures. Et pour ce qui est de votre incapacité à payer, il a abattu sa dernière carte, le relevé bancaire du compte caché au nom de sa mère. Vous avez dissimulé 200 000 € de la vente pour organiser votre insolvabilité et échapper au fisc. C'est un délit pénal, madame. Blanchiment et fraude fiscale. Cette fois, le silence s'est fait total. L'avocat de Juliette a refermé son dossier. Il a compris qu'il défendait une cause perdue. Juliette a regardé autour d'elle cherchant une issue, un soutien, n'importe quoi. Son regard s'est posé sur Pierre, toujours assis près de la fenêtre. « Pierre, » implora-t-elle changeant de tactique instantanément. « dis-leur que c'était notre argent. Dis-leur que ta mère ment. On est une équipe, mon amour, souviens-toi. » Pierre s'est levé lentement. Il a marché jusqu'à la table. Il ne tremblait plus. Il avait l'air triste mais résolu. Il n'a pas regardé Juliette. Il a regardé le médiateur, puis il a sorti de sa poche un petit carnet noir écorné. C'était le carnet de compte que Juliette le forçait à tenir où elle lui faisait noter chaque euro qu'il devait au couple pour ses soi-disant erreurs, une torture psychologique pour le maintenir sous dette morale. « Je ne suis pas de votre côté, Juliette, » dit-il d'une voix sourde. Il a posé le carnet sur la table. « Voici la preuve du harcèlement moral et économique qu'elle me fait subir depuis 3 ans.
Elle m'a forcé à signer des reconnaissances de dettes pour mes propres vêtements. Elle a vidé nos comptes pour son amant. Je demande le divorce pour faute et je me constitue partie civile aux côtés de ma mère. Juliette a poussé un cri de rage pure, un son animal. Elle a voulu se jeter sur lui, mais son avocat l'a retenue par le bras fermement. « Taisez-vous maintenant, ça suffit », lui a-t-il chuchoté méchamment à l'oreille. Le médiateur a pris des notes, frénétiquement. Il a relevé la tête, ajustant ses lunettes. Au vu des éléments, je transmets le dossier au juge pour une ordonnance de protection immédiate et je valide la demande de saisie conservatoire. Tous vos comptes sont bloqués à l'instant même, madame, y compris vos biens mobiliers de valeur. Vos sacs, vos bijoux, tout sera inventorié pour garantir la dette. Niais. Juliette est retombée sur sa chaise anéantie. Ses sacs, ses précieux sacs, c'était la seule chose qui semblait l'atteindre vraiment. Mais le coup de grâce n'était pas encore tombé. Alors que nous nous levions pour sortir, la porte du bureau s'est ouverte. 2 hommes en civil portant des brassards orange, police, sont entrés suivis par un officier en uniforme. Ils ne venaient pas pour la gifle, ils venaient pour l'argent. L'un des inspecteurs s'est avancé vers Juliette, qui était devenue grise. « Madame Juliette Vasseur, brigade financière, nous avons quelques questions à vous poser concernant des mouvements de fonds suspects et une plainte pour escroquerie au crédit. Veuillez nous suivre. » Les menottes ont cliqueté. Ce n'était pas un bruit de victoire pour moi. C'était juste le bruit triste d'une fin inévitable. 6 mois ont passé depuis ce jour au tribunal. La justice est une machine lente, disait mon mari. Mais quand elle finit par tomber, elle a le poids d'une enclume. Juliette n'est pas allée en prison, pas derrière les barreaux. Le juge a été clément, ou peut-être cruellement lucide. Il l'a condamnée à 18 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins, et de travailler pour rembourser ses dettes. Mais sa véritable peine, celle qui la brûle plus que le fer rouge, c'est la déchéance sociale. La vente aux enchères de ses biens a eu lieu il y a 3 semaines. J'y suis allée assise au fond de la salle. J'ai vu son fameux sac, celui qu'elle traitait mieux qu'un être humain, partir pour quelques milliers d'euros, entre les mains d'une dame qui cherchait une bonne affaire. Tout y est passé. Ses chaussures, ses ceintures, ses illusions. L'argent récolté a couvert une partie de ce qu'elle me devait, et le reste a été englouti par les amendes et le fisc. Ses comptes d'Uraco sur les réseaux sociaux ont été fermés après la révélation du scandale. Sans son public, sans ses filtres, sans son argent, Juliette n'était plus rien. Je l'ai croisée l'autre jour par hasard dans la galerie marchande du centre-ville. Elle portait une blouse bleue, en synthétique, avec un logo d'entreprise de nettoyage dans le dos. Elle poussait un chariot de ménage la tête basse, les cheveux tirés en un chignon strict sans maquillage. Elle frottait le sol devant une vitrine de parfumerie, où elle achetait autrefois ses crèmes hors de prix. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle a vu que je la voyais. Elle a détourné les yeux honteux et a recommencé à frotter avec rage. Je n'ai ressenti aucune joie, aucune victoire. Juste un immense gâchis. La vie réelle l'avait rattrapé. Quant à Pierre, il n'est pas revenu vivre à la maison. Et j'en suis fière. Il a loué un tout petit studio en ville 20 mètres carrés, sous les toits, avec des meubles de récupération. C'est petit, c'est modeste, mais c'est à lui. Il a gardé son poste d'ingénieur. Et il a pris un 2e travail le soir. Il fait de la livraison à vélo pour payer ses dettes et les frais de son divorce. Il a maigri, mais c'est une maigreur saine, celle de l'homme qui se bat plus, celle de l'homme qui subit. L'argent du procès, je ne l'ai pas touché.
Je n'en avais pas besoin pour vivre ma retraite et mes roses me suffisent. J'ai ouvert un compte bloqué au nom de Pierre. J'y ai placé toute la somme récupérée. Il ne le sait pas encore. Le contrat stipule qu'il ne pourra y toucher que le jour de ses 40 ans. C'est mon dernier filet de sécurité pour lui, pour quand il aura définitivement prouvé qu'il est devenu l'homme solide que son père espérait. Dimanche dernier, il est venu déjeuner. Il n'y avait pas de tension, pas de non-dit. Il est entré dans la cuisine, il a pris un tablier et il s'est mis à éplucher les carottes sans que je lui demande rien. « Tu fais ta blanquette ?» a-t-il demandé avec un sourire, un vrai sourire, celui que je n'avais pas vu depuis 5 ans. « Oui », ai-je répondu en remuant la sauce, « avec de la crème et de la farine. » Il a ri doucement. « C'est comme ça qu'elle est bonne, maman. » Nous avons mangé en écoutant la radio parlant de tout et de rien du jardin de son travail de la pluie qui s'annonçait. À un moment, il a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. « Merci, maman, » a-t-il murmuré. « De m'avoir réveillée. Ça a fait mal, mais j'en avais besoin. » J'ai posé ma main sur la sienne, sur la nappe à carreaux. C'est le rôle d'une mère, Pierre. On ne laisse pas ses enfants se noyer même quand ils prétendent savoir nager. Le soir, quand il est parti, j'ai refermé la porte à clé. La maison était calme. J'ai remis le cadre de mon mariage bien droit sur la cheminée. J'ai regardé le visage d'Henri sur la photo. J'avais l'impression qu'il me faisait un clin d'œil. La tempête était passée. Mes rosiers avaient survécu à l'hiver, et mon fils aussi. La paix, la vraie, ce n'est pas l'absence de bruit. C'est le silence apaisé qui vient, après avoir remis le monde à l'endroit. J'ai éteint la lumière du salon, et je suis montée me coucher dans ma propre chambre, enfin chez moi,